Attention, 3, 2, 1, on papote? Ça fait trop plaisir. Toi, je sais, t'as déjà des vidéos depuis quel jour? Depuis le 7 janvier, n'est-ce pas? Mais moi, ça y est, c'est la reprise. Je recommence à tourner des vidéos. Je vais pas pouvoir en tourner beaucoup du coup puisque je pars en congé mat bientôt. Toi-même, tu sais, j'attends un baby. C'est pour très bientôt. Dans tous les cas, ça me fait grave plaisir de reprendre le tournage des vidéos et encore plus de repartir sur un on papote. Si jamais tu le connais toujours pas le concept, je te l'explique. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en toi, des questions sur vous, sur moi, sur l'avenir, sur tout ce qu'on veut. La particularité du concept, c'est que les questions sont courtes, donc moi j'essaye de faire des réponses courtes. Et aujourd'hui, j'avais voulu thématiser un peu le on papote sur la nouvelle année, les bonnes résolutions. Enfin, pas forcément les bonnes résolutions, parce que toi-même tu sais, personne ne les tient. Mais ce que tu espères un petit peu de cette année, ce que tu as envie de changer, etc. Donc on va voir si vous avez joué le jeu. Au pire, on ne parlera que d'amour, d'amitié, de sexualité, de vous et de moi, ce qui est déjà largement suffisant. Alors c'est parti. Et on démarre avec un message d'un Alphonse, une fois n'est pas coutume, ça fait plaisir qu'il y a des Alphonses, qui me dit que pour cette année, j'ai envie d'avoir plus confiance en moi et d'arrêter de culpabiliser pour tout. Est-ce que c'est pas un peu relou ces petits tap-tap là-haut là? Je suis désolée, en fait dès que les travaux s'arrêtent, il y en a d'autres qui recommencent. Le bonheur d'habiter dans une tour. Bref, ça me paraît une très bonne idée ce que tu nous racontes là mon Alphonse, d'avoir plus confiance en soi, d'arrêter de culpabiliser sur tout, mais comment faire? Parce que souhaiter arrêter de culpabiliser et souhaiter avoir plus confiance en soi, c'est facile. La critique est facile mais l'art est difficile, comme dirait l'autre. Donc comment faire pour prendre plus confiance en soi et notamment d'arrêter de culpabiliser surtout? En fait, j'ai envie de dire, c'est un petit peu du travail jour après jour, tu sais. Rome ne s'est pas faite en un jour, toi-même tu sais, décidément je suis en pleine forme aujourd'hui, je suis pleine de bonnes phrases bateau, mais c'est la vérité. C'est vraiment un travail de tous les jours et si tu ne t'y forces pas entre guillemets un petit peu chaque jour, tu vas avoir du mal à voir des résultats. C'est exactement comme le sport ou quand tu fais un régime ou un rééquilibrage alimentaire, que tu souhaites prendre ou perdre du poids. C'est un effort de tous les jours et avant de voir des résultats, il faut patienter quelques semaines, voire quelques mois. Mon conseil pour ça, pour prendre plus confiance en toi et notamment, puisque c'est la précision que tu m'apportes, arrêter de culpabiliser surtout. Le meilleur conseil à mon sens, c'est à chaque fois que tu vas sentir que tu culpabilises sur quelque chose, mais quoi que ce soit, hein, que ce soit parce que j'en sais rien, tu te sens con d'avoir dit telle ou telle chose à telle personne, tu te sens con de pas avoir pu emmener tel ou tel projet à bout, bref, à chaque fois, pose-toi et dis-toi, ok, là actuellement, je suis en train de culpabiliser, c'est exactement ce que je veux pas faire. Pourquoi je culpabilise? Quelles sont les raisons pour lesquelles je culpabilise? Quelles sont les raisons pour lesquelles je me sens mal? Et vraiment, tu prends un papier, un stylo ou alors ton téléphone, tu fais une liste. Et une fois que t'as listé toutes les raisons pour lesquelles tu te sens mal, en dessous de chaque petit tiret, tu écris, mais vraiment écris-le parce que ça fait partie du processus. Écris, je pense que j'ai raison de me sentir coupable par rapport à ça parce que effectivement j'aurais pu faire mieux. Ou alors, à l'inverse, tu peux écrire si c'est le cas, je pense que je ne devrais pas culpabiliser par rapport à ça parce que j'ai fait de mon mieux et de toute façon je n'aurais pas pu mieux faire. Ou alors je n'aurais pas pu faire autrement. Et donc je décide de me foutre la paix par rapport à ça. Alors tu l'auras compris, c'est un travail long et fastidieux, mais vraiment si tu t'y tiens, si à chaque fois que tu sens que tu culpabilises pour quelque chose, tu prends la peine de faire une petite note avec des petits tirets et ensuite en dessous de chaque tiret te dire ok ça je comprends pourquoi je culpabilise et donc c'est ok que je culpabilise un petit peu, la prochaine fois je ferai mieux, et tel tiret ça c'est non, je ne veux pas culpabiliser là-dessus, ce n'est pas normal de culpabiliser là-dessus. Typiquement un exemple trop con parce que je connais hein, moi aussi j'ai tendance à culpabiliser sur plein de trucs sur lesquels je devrais trop pas. Dernière chose en date, typiquement Guéna si tu regardes cette vidéo, j'ai une copine qui m'a dit bah Nad tiens je vais te filer mon transat et mon lit cododo pour le bébé comme ça t'évitera de l'acheter, trop sympa. Donc je lui ai dit bah ok bah je vais passer chez toi, je vais venir les chercher. Et donc on est allé chercher le transat et le lit cododo et on n'a pas pu rester parce qu'on avait plein de choses à faire, c'était le dernier jour de vacances parce que encore une fois je reprends aujourd'hui, même si pour toi j'ai repris il y a quelques jours déjà. Et du coup on est vraiment resté 5 minutes, on a fait un bisou, on a pris le transat et on s'est barré quoi. Et je me sentais trop mal par rapport à ça, je me disais putain mais je suis pas une bonne amie d'être restée que 5 minutes, ça fait vraiment genre merci pour les marchandises et goodbye. Et alors pour le coup j'ai pas pris la peine de faire une petite liste en mettant les tirets de pourquoi je culpabilise, est-ce que j'ai raison ou pas. J'ai fait ce travail là mentalement parce que j'ai l'habitude de le faire et je me suis dit ben non Nad en fait t'as juste zéro raison de culpabiliser, tout simplement parce que c'est ton amie, elle t'a proposé de te prêter des choses, tu es allé les chercher pour évidemment qu'elle n'ait pas à se faire l'aller-retour, c'est pas elle de le faire, elle t'a proposé gentiment de rester, tu ne pouvais pas, toi à sa place, est-ce que tu lui en aurais voulu? Et effectivement je me suis dit ben non, si elle était venue récupérer un truc que je lui avais proposé et qu'elle m'avait dit je suis désolée je peux pas rester, on est crevé, on a plein de trucs à faire, à aucun moment je me serais dit bah franchement elle abuse, jamais. Et du coup voilà, je me suis dit ok je n'ai pas de raison de culpabiliser là-dessus, donc il faut que je me foute la paix. Et alors je te cache pas que si j'ai besoin d'en parler en vidéo c'est quand même que ça me travaille, mais tu vois c'est un travail de tous les jours sur lequel il faut se forcer à se dire ok non c'est normal, j'ai fait de mon mieux, si j'avais pu je serais restée mais je n'ai pas pu et donc je ne suis pas restée et c'est ok en fait. Voilà, tu sais quoi, si t'arrives à faire ce travail là, je t'assure que tu vas déjà gagner vachement plus confiance en toi. Et d'ailleurs de toute façon je vais te dire une bonne chose, les personnes qui vont te faire culpabiliser sur des choses sur lesquelles tu ne serais pas censé culpabiliser,
ce ne sont pas des personnes qui ont vraiment leur place dans ton entourage. Quelqu'un qui va te faire culpabiliser par quelque chose alors que tu n'as pas à culpabiliser, bah c'est quand même les prémices d'une relation toxique, hein. Parce que par exemple, pour reprendre cette histoire de je suis allée chercher le transat et le lit au dodo chez ma copine, en imaginant que je te raconte cette histoire et que je te dise putain ma copine elle m'en a grave voulu, j'ai pas pu rester, qu'est-ce que tu m'aurais répondu en tant qu'ami? Tu m'aurais répondu un truc du style non mais là t'as pas du tout à culpabiliser, ça va, elle t'a proposé, t'es allé le chercher, t'avais pas le temps, ça arrive et tout va bien, on est d'accord. Donc rends-toi compte aussi de ça. On se culpabilise soi-même parce qu'on se fout la pression pour être la meilleure version de soi-même, etc. Mais parfois en fait on peut pas et c'est ok. Et quelqu'un qui ne comprendrait pas ça, c'est quand même la preuve que cette personne n'est pas tout à fait tolérante, potentiellement pas vraiment bienveillante. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une personne égoïste et les gens égoïstes n'ont pas forcément leur place dans notre entourage parce que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de culpabilité, beaucoup de mauvaises ondes et ce n'est pas ce qu'on veut pour cette année 2022. On passe à la question suivante. Tiens, un petit mot hyper intéressant de Gertrude et hyper inspirant justement pour la nouvelle année, les résolutions, etc. Elle me dit j'ai plein de projets perso mais je ne sais pas par où commencer. Alors désolée, je déboutonne ma chemise parce que je meurs de chaud. Elle est très belle cette chemise, mais alors je l'ai achetée chez Zara et il y a un petit revêtement à l'intérieur qui fait un peu transpirer. Je sais pas si vous l'avez, hein. Elle existait aussi en blanc et en vert, c'était très joli. Mais alors qu'est-ce qu'on transpire dedans quoi? C'est presque une veste. Bref, on n'est pas là pour parler shopping. Donc par rapport à ce que tu me dis là, ma Gertrude, de j'ai plein de projets perso mais je sais pas par où commencer. Bah pour être tout à fait honnête, je te comprends. Non mais c'est relou là, ces tap-tap, arrêtez mon dieu. C'est le voisin du dessus, il me jette des œufs déjà quand je suis sur mon balcon et en plus il fait des tap-tap quand je tourne une vidéo. Non mais c'est pas possible, hein. Bon, on va faire avec parce que sinon on en a pour trop longtemps. Donc ma Gertrude, moi ce que je te conseille de faire déjà dans un premier temps, alors ça va être l'année des listes, mais liste déjà tous les projets perso que tu veux faire. Donc j'en sais rien, admettons tu veux avoir ton bac, tu veux te mettre au dessin, tu veux continuer la musique, tu veux faire du sport, j'en sais rien. Note tous tes objectifs et note-les par ordre de priorité parce que tu sais c'est un peu pour ça que j'arrête pas de dire ouais bon les bonnes résolutions c'est bien gentil mais personne ne les tient. C'est la vérité. Tu sais tous les ans les gens se disent allez j'arrête de fumer, j'arrête l'alcool, je vais boire du thé, j'arrête le café, je vais faire du sport, je vais faire ceci, je vais faire cela et en fait c'est tellement important comme changement que au bout de 2 semaines les gens disent allez vas-y c'est bon ça m'a saoulé et c'est normal. L'idée dans une bonne résolution c'est que ça tienne et honnêtement je compte les projets dans les bonnes résolutions parce que bah c'est carrément des bonnes résolutions de se dire voilà j'ai tel projet j'ai envie de le mener à bout. Donc ce que je te conseille de faire ma Gertrude c'est de lister ces fameux projets, de les lister par ordre d'importance à tes yeux et en dessous de chaque projet rajouter une petite liste de dans quel ordre tu dois faire les choses. Typiquement admettons tu te dis voilà cette année je veux me mettre entre autres au sport. Donc tu notes tiret je veux me mettre au sport et en dessous de ce petit tiret et ben tu peux marquer voilà j'ai décidé que j'allais faire du sport tant de fois par semaine, tel jour, tant de temps, de faire tel exercice et après en fait c'est ça le plus difficile, c'est de commencer. Parce qu'une fois que tu as commencé, tu as lancé la machine et tu as envie de continuer. Mais c'est exactement pareil que ce soit pour le sport, que ce soit dans les régimes, encore une fois, le rééquilibrage alimentaire, arrêter de fumer, arrêter de picoler, quoi que ce soit, le plus dur c'est de commencer. Parce que quand ça fait quelques semaines que t'as commencé, tu te dis allez j'ai déjà fait plein d'efforts, je veux pas ruiner tous ces efforts là, je veux continuer, je veux aller au bout. Donc voilà, je te conseille vraiment de faire une petite liste et surtout de noter point par point comment atteindre cet objectif là, qui est donc la réalisation de ton projet et de commencer en fait tout simplement. De te dire bah voilà chaque jour ou alors chaque semaine ou même chaque mois selon les projets dont il s'agit, je vais réaliser tel et tel tiret de tel projet et tu vas voir les choses vont avancer. Évidemment encore une fois, Rome ne s'est pas faite en un jour. La clé c'est la patience et la persévérance. Vraiment, c'est hyper important. Si tu es régulière dans tes efforts, tu ne peux que mener à bout tes projets et tu seras trop fière de toi et ça t'aura paru presque facile en fait parce que comme tu l'auras fait de façon régulière sans te mettre des charges énormes de travail sur les épaules, et ben ce sera hyper simple. À méditer. Tiens, on repart sur des histoires de culpabilité, mais dans un sens très différent. C'est Gertrude qui me dit mes parents viennent de divorcer, je repars à la fac à l'étranger et je culpabilise de laisser mon père déprimé seul. Alors ça, le sujet des parents, c'est quelque chose de très important et surtout la culpabilisation par rapport aux parents. Il faut que tu saches, ma Gertrude, que c'est le rôle des parents de s'occuper des enfants. Bien entendu, une fois que, en tant qu'enfant, nous devenons adultes, on peut tout à fait aider nos parents de temps en temps, on peut tout à fait les écouter, les conseiller, parfois même les aider, que ce soit émotionnellement, financièrement, physiquement, bref. Bien entendu que ça peut être un rapport dans les deux sens, mais dans tous les cas, au départ, l'idée c'est les parents aident les enfants. Pourquoi ils les aident? Parce qu'ils les éduquent, ils les aident parce qu'ils ont décidé de les avoir et que c'est leur responsabilité. Ce n'est jamais, au grand jamais, ta responsabilité de gérer les problèmes de tes parents, qu'ils soient émotionnels, financiers ou autres. Et là, ma Gertrude, ça me chagrine un peu ce que tu me racontes parce que quand tu me dis que tu culpabilises de laisser ton père déprimé tout seul alors que tu pars quand même faire tes études, bah c'est un peu chaud en fait. Ça veut dire quand même que tu te sens responsable de l'équilibre de ton père finalement. L'idée que tu as dans la tête c'est putain si je m'en vais, mon pauvre papa il va être
être tout seul et il va déprimer tout seul. Sache que ton pauvre papa, c'est un grand garçon. Évidemment qu'il préfère avoir sa fille chérie auprès de lui, on est d'accord. Mais t'inquiète pas, ton papa, il va s'en sortir. Ton papa, il est en train de vivre une rupture, alors avec ta mère, certes, avec la mère de ses enfants, avec une femme qui a sans doute énormément compté à ses yeux. Vu que tu me parles du fait que potentiellement il déprime, j'imagine que c'était plutôt la décision de ta mère. Mais quoi qu'il en soit, on est tous et toutes capables de gérer une rupture amoureuse. Et ce n'est en aucun cas aux enfants de gérer les histoires de cœur de leurs parents, et encore moins quand il s'agit des deux parents. Donc ma Gertrude, détends-toi, vis ta vie, déjà parce que c'est ce que ton père veut. Il veut que tu sois heureuse, il veut que tu sois équilibrée, il a sans doute pas envie d'être un poids pour toi, et surtout, il veut que tu réussisses ta vie. Réussir ta vie, t'as plus de chances d'y arriver en allant à la fac et en menant un bon cursus plutôt qu'en t'inquiétant pour ton père ou en restant auprès de ton père qui déprime tout seul. Encore une fois, ton père c'est un grand garçon, il a vécu sa vie jusqu'à maintenant. Oui, il vit une rupture amoureuse, c'est difficile, mais ce n'est pas ton problème. Bien entendu, tu peux régulièrement prendre de ces nouvelles, bien entendu, tu peux te sentir concerné, c'est tout à fait normal, mais ce n'est pas ton problème, ce n'est pas un poids que tu dois porter sur tes épaules, parce qu'en fait, tu te fais du mal à toi. Ce n'est pas ton rôle de gérer les déboires sentimentales de ton père. Et ça peut paraître très dur dit comme ça, mais c'est la vérité. Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas à toi. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, d'autant plus parce que ça concerne ton père et ta mère, ça ne te regarde pas. C'est hyper important que tu gardes ça en tête parce que, je te dis, c'est pas ta charge mentale à toi de gérer l'équilibre mental de ton père, l'équilibre sentimental de ton père. Donc ton papa, t'inquiète pas, j'imagine qu'il a des amis, et quand bien même il aurait pas d'amis, quand bien même il serait un peu isolé / tout seul, il peut tout à fait aller voir un psy, il peut tout à fait s'inscrire à des activités, rencontrer des nouvelles personnes, s'aérer l'esprit, lui aussi. C'est pas parce qu'on a la cinquantaine passée que ça y est, notre vie est foutue parce qu'on se sépare. Donc détends-toi par rapport à ça ma Gertrude, et c'est une très très bonne résolution pour cette année. Centre-toi sur toi, ton bien-être et ton équilibre avant de gérer celui de ton père, parce que c'est clairement pas ta place et c'est clairement pas ton problème. Grande question qui me concerne beaucoup, je vais avoir beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est Gertrude qui me dit: j'ai grossi pendant les fêtes, je me sens mal, entre parenthèses, j'ai eu des TCA par le passé. Des TCA, si tu ne sais pas ce que c'est des troubles du comportement alimentaire. Donc entre autres, pour les plus connus, ça englobe par exemple l'anorexie, la boulimie et autres. J'avoue, je connais pas d'autres noms de TCA, mais bref, t'as compris. Des troubles du comportement alimentaire quoi. Alors ma Gertrude, tu as grossi pendant les fêtes, et j'ai envie de te dire sans doute comme à peu près 80% de la population. Pourquoi? Parce que pendant les fêtes, il fait froid, c'est les vacances, on sort peu, on mange beaucoup et on mange des choses grasses et sucrées à outrance, type chocolat, foie gras, etc. Donc ma Gertrude, je comprends que tu culpabilises parce que moi-même je fais partie de ces gens qui se disent: oh là là, faut surtout pas grossir, mon dieu, mon corps, c'est trop important, etc. Mais rappelle-toi que en réalité, et j'ai beau jeu de dire ça, je vais t'expliquer pourquoi après, mais en réalité, qu'est-ce qu'on s'en branle que t'aies pris 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg? Alors c'est sûr, idéalement pour ta santé, il faut éviter d'être en surpoids, de la même façon qu'il faut éviter d'être en sous-poids. Pourquoi? Pour la seule et unique raison que pour ta santé, ce n'est pas bon. Maintenant, tu sais quoi? Même si jamais, ça y est, parce que t'as pris du poids pendant les fêtes, tu atteins la limite du surpoids, tout va bien. Le fait est que tu es au courant de ce qui se passe, peut-être que t'as envie de prendre les choses en main, peut-être que tu n'en as pas envie, peut-être que t'en as envie mais que tu te sens pas prête maintenant, que t'as pas le courage. Dans tous les cas, t'es au courant de la situation. Le plus important, je dirais, c'est de pas se laisser dégringoler la pente en se disant: bon bah de toute façon foutu pour foutu, allez c'est parti, hop, je vais prendre des dizaines de kilos par mois. Surtout pas. Encore une fois, pas du tout par rapport au goût de la société, seulement et uniquement pour ta santé. Le surpoids, l'obésité, comme le sous-poids et ou la maigreur extrême, je sais pas quel est le terme, ce n'est pas bon pour le corps, ce n'est pas bon pour l'esprit, et idéalement on évite d'arriver dans ces extrêmes là, c'est tout. Donc ma Gertrude, quoi qu'il en soit, quelle que soit la limite dans laquelle tu te trouves, s'il y a bien une chose que j'ai apprise par rapport au poids, et encore une fois moi je fais partie de ces gens qui prennent beaucoup, qui ont peur de prendre, je sais pas si on peut dire que pour ma part j'ai des troubles du comportement alimentaire, mais ce qui est sûr c'est que je fais partie de ces gens qui grignotent, je fais partie de ces gens qui, lorsqu'ils ont une boîte de Ferrero Rocher sous le nez, ne peuvent pas s'empêcher d'en manger 50 milliards. Je suis une bonne vivante on va dire, j'aime bien manger, et puis j'aime bien manger des conneries surtout. Je grignote entre les repas, enfin tu vois, bref, j'ai pas besoin qu'on me fasse un diagnostic, mais juste pour te dire que je comprends plus ou moins ce dont tu parles, puisque moi aussi je fais souvent très attention à ma ligne. S'il y a bien une chose que j'ai comprise par rapport à l'alimentation et au poids, c'est que plus tu culpabilises, plus tu te dis putain j'ai grossi, putain mais je suis en train de manger de ça, mais il faut pas, mais ça va me faire grossir, plus tu grossis. Et de l'autre côté, moins tu te prends la tête, moins tu te dis des trucs du style putain merde je vais grossir, ah mais non mais faut surtout pas, etc. Et ben bizarrement, moins tu grossis. Alors est-ce que c'est la culpabilité qui fait grossir, ou est-ce que c'est la culpabilité qui fait que du coup t'es complètement kéblos
sur la bouffe et donc tu manges encore plus. Ça je ne sais pas, je n'ai pas non plus mené une étude poussée sur le sujet, mais dans tous les cas il faut se foutre la paix en fait et se dire ok, si je mange un chocolat, si je mange des gâteaux, c'est ok, j'ai le droit. Bien entendu l'idée c'est de ne pas manger n'importe quoi tout au long de la journée parce que bah c'est pas bon pour la santé, mais c'est juste ça. La seule chose qui compte en fait c'est ta santé, pas le chiffre sur ta balance, pas ce que vont penser les gens de ton corps. À la limite toi ce que tu vas penser de ton corps, ça c'est important, mais la seule chose qui compte c'est ça, ce que toi tu penses de toi-même et ta santé. Si ta santé n'est pas en danger et que toi quand tu te regardes dans le miroir tu te dis ah ok ça va, je m'aime bien, et ben tout va bien. Et ça s'arrête vraiment là. Et ce que tu sois du côté des gens qui prennent du poids trop facilement entre guillemets ou du côté de celles et ceux qui perdent du poids trop facilement entre guillemets aussi, la seule chose qui compte c'est 1 ta santé et 2 le fait que toi quand tu te regardes dans le miroir tu te dises ok, j'aime bien. À partir du moment où ces deux éléments-là sont réunis, tout va bien. Si ces deux éléments-là ne sont pas réunis, à toi de voir ce que tu as envie de faire. Mais ce qui est sûr, c'est que plus tu vas te culpabiliser, plus tu vas y penser, plus tu vas être malheureuse, et pire ça va être. Moi je vois bien, hein, en tant que bonne femme enceinte, là je commence mon 9e mois dans quelques jours. J'ose même pas monter sur la balance parce que le mois dernier j'avais déjà pris 13 kilos, là j'imagine que je dois être à 15-16 kilos du coup. Et ça me déprime, mais si tu savais. Alors que en réalité, oui, j'ai pris un peu de joues, j'ai pris un peu de bras, j'ai pris un peu de cuisses, mais je suis juste une femme enceinte, tu vois. Mais c'est vrai que le fait de se dire putain mais si ça se trouve j'ai pris 15-16 kilos, my god, je m'en veux. Et tu sais quoi, même j'ai honte. Tu te rends compte? J'ai honte alors que je suis enceinte. Et pourquoi j'ai honte? Parce que, alors je ne blâme pas la sage-femme qui me suit, mais malgré tout c'est cette femme qui m'a dit oui bah faut faire attention hein, faudrait pas que vous fassiez du diabète, gna gna gna, je sais pas quoi, alors que j'en fais pas, j'ai fait plusieurs fois le test. C'est cette dame qui m'a mis la pression en me disant pas trop de sucreries à Noël hein. Et du coup je me suis dit putain mais merde, mais en fait ça se trouve c'est pas bien ce que je fais, etc. Alors que en fait le fait de prendre 16 kilos quand on est enceinte, oui c'est un petit peu plus que la moyenne, mais c'est pas grave. C'est pas comme si j'en avais pris 50 quoi. C'est même pas comme si j'en avais pris 30 ni même 25. 16 kilos, ça va. Mais malgré tout, je me suis pris la tête, mais tout le mois dernier là, à me dire putain, mais j'ai trop grossi, mais merde, mais je me suis complètement laissé aller, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Et exactement comme ce que je suis en train de te dire, plus je me prends la tête, plus ça me rend malheureuse, plus dans le miroir, j'ai l'impression de voir une énorme personne. Et il s'agit pas de grossophobie, il s'agit de dysmorphophobie, même si j'ai effectivement un énorme bidon actuellement. Mais enfin voilà. Dans tous les cas, ma Gertrude, t'as pris du poids pendant les fêtes. Encore une fois, sans doute comme 80% des Français. Ce n'est pas grave de prendre du poids, ce n'est pas grave de perdre du poids. La seule chose qui compte, c'est ta santé et le regard que tu portes sur toi dans le miroir. Si ces deux-là sont ok, tout va bien. Si un de ces deux-là ou les deux ne sont pas ok, et ben choisis un moment où tu sentiras la force pour faire évoluer ces choses-là. Mais dans tous les cas, calm down. La culpabilisation, c'est clairement l'élément qui va faire en sorte que tu n'arrives pas à faire évoluer ces choses-là. Donc courage, je suis avec toi, je te comprends. Et puis la suite au prochain épisode. Question très intéressante. Le premier amour peut-il être celui de toute une vie? Est-ce que c'est possible en gros de ne connaître qu'une seule expérience sexuelle, j'imagine, et amoureuse? Alors, ma Gertrude, oui, c'est possible. Je prends souvent cet exemple. J'ai moi-même une amie qui était ma meilleure copine en 6ème et on est toujours en contact, qui est toujours aujourd'hui en couple avec son amoureux. Ils sont en couple depuis la 4ème et tu vois aujourd'hui on a 30 ans. Et premier bisou, première fois, premier tout, ils sont toujours ensemble, ils se sont jamais séparés. Donc preuve en est que oui, c'est possible. Et je pense que mon ami n'est pas le seul exemple sur Terre par rapport à ça. Donc oui, c'est possible. Maintenant, c'est toujours ce que je dis. Le souci, si on peut appeler ça un souci dans ces histoires-là, c'est la curiosité, en fait. J'ai beaucoup de gens qui prennent notamment rendez-vous sur mon site utilefutile.fr et qui me disent, voilà Nad, bon bah, je suis en couple depuis 4 ans, ou depuis 2 ans, ou depuis 10 ans, avec telle personne, c'est mon premier amour, premier bisou, première fois, premier tout, et je suis très amoureux ou amoureuse de cette personne, sauf que, une question me turlupine, comment ça se passe avec les autres? Voilà, je suis heureux ou heureuse dans mon couple, mais cette question me prend la tête, j'ai envie de savoir comment ça se passe avec les autres. Évidemment, mon mec ou ma meuf ne veut pas faire un couple libre, etc. Et du coup, bah ils en souffrent parce qu'ils sont trop curieux. Aux personnes qui sont dans cette situation-là, je leur dis toujours, en fait, à toi de voir, soit tu sacrifies une relation dans laquelle tu es heureux ou heureuse et épanoui pour satisfaire ta curiosité, soit tu dis au revoir à ta curiosité, et ça fait chier, hein, attention, mais tu continues de vivre ce que énormément de gens recherchent et non pas, et que tu as. C'est l'éternel dilemme, mais dans tous les cas, pour répondre à ta question factuellement, oui, il est tout à fait possible que ton premier amour soit le bon. C'est très rare, mais ça existe. Donc à partir de là, à toi de voir. Attention, la question philosophique. Beaucoup de gens disent que l'amour ne se cherche pas. Qu'en penses-tu ? Vous avez 3 heures. Qu'est-ce que je pense de ça? Écoute, je suis d'accord sans être d'accord. En fait non, je crois que je suis pas d'accord. Parce que, comme tu le sais, en tout cas si tu le sais pas, je te le dis, moi j'ai trouvé l'amour sur internet, sur une application de rencontre. Et je peux te dire que j'ai poncé les applications de rencontre toute ma vie. J'ai dû commencer, j'avais 17 ans. C'était mythique à l'époque, Adopte un mec, Tinder et tout, ça existait même pas. Et puis ensuite j'étais allée sur Adopte un mec, que j'aimais pas trop d'ailleurs. Et j'ai trouvé l'amour sur Tinder, voilà, comme ça tu sais tout. Et pour faire partie de ces gens qui ont donc trouvé l'amour sur internet, sur une application de rencontre, bah je peux te dire que quand j'étais sur
Tinder à swiper, je cherchais l'amour littéralement. Dans tous ces rendez-vous, tous ces dates d'applications de rencontres que j'ai fait, je cherchais l'amour, évidemment. Alors j'ai mis du temps à le trouver, hein, parce que je peux te dire que j'en ai fait des rendez-vous avant de trouver le bon, mais je l'ai trouvé, merveilleux, merci mon Dieu. Donc l'amour ne se cherche pas, je suis pas d'accord, parce que sinon, bah, que dire de toutes ces personnes qui ont trouvé l'amour via des applications de rencontres. Maintenant, je suis plus ou moins d'accord avec ça dans le sens où, lorsque, par exemple, tu vas à une soirée en te disant « Allez, j'y vais pour pécho », généralement, c'est pile la soirée où tu vas pas pécho. Pourquoi? Parce que, comme dirait notre ami Orelsan, t'as trop la dalle et ça va se voir. Et je trouve que c'est très très vrai. Les gens qui ont trop besoin de pécho, les gens qui ont trop envie, j'en sais rien, de trouver enfin quelqu'un avec qui se mettre, etc. En fait, simplement, les gens qui cherchent le couple au lieu de chercher l'amour, ce sont les gens qui ne trouvent pas. Et la différence peut paraître très très mince, mais en fait elle est essentielle. Les gens qui cherchent le couple, c'est les gens qui sont prêts à se mettre en couple avec n'importe qui pourvu qu'ils aient un peu d'amour. Et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on pourrait penser. Et on a tous et toutes vécu des périodes dans lesquelles on cherchait plus le couple que l'amour, sans forcément s'en rendre compte, hein. Mais tu sais, c'est ces moments où t'es en détresse affective, t'as besoin d'amour, t'as besoin de câlin, et n'importe qui pourrait à peu près te plaire physiquement, qui te tend les bras, tu te dis allez go. Et en fait c'est généralement dans ces moments-là que tu te rends compte que t'es avec quelqu'un qui te correspond pas du tout, qui remplit pas du tout tes besoins essentiels, t'es vachement triste dans cette relation parce que finalement bah vous êtes pas fait l'un pour l'autre. Alors sauf exception. Et de l'autre côté, il va y avoir ces personnes qui cherchent l'amour, ce qui est très très différent. Lorsque tu cherches l'amour, tu ne te demandes pas si toi tu vas plaire à l'autre, tu te demandes si l'autre te plaît. Tu te demandes si l'autre correspond à ce que toi tu recherches, si l'autre est capable de remplir tes besoins essentiels à toi. Ça c'est chercher l'amour. Alors que quand tu cherches le couple, tu te demandes si tu vas plaire à l'autre, tu te demandes ce que l'autre va penser de toi et tu te demandes si du coup ça va pouvoir le faire. Alors bien entendu, c'est une question d'équilibre, on se demande toujours plus ou moins ces choses-là, mais voilà. L'important c'est que ce soit la recherche de l'amour qui domine et non pas la recherche du couple. Parce que si malheureusement la personne ne correspond pas à ce que toi tu recherches, si la personne ne te plaît pas suffisamment ou n'a pas les mêmes valeurs que toi, bref, que cette personne n'est pas capable de remplir tes besoins essentiels, tu peux bien essayer de te mettre en couple avec, mais tu seras malheureux ou malheureuse, c'est sûr. Donc voilà, je pense que on peut tout à fait chercher l'amour à condition de le faire intelligemment. Et quand je dis intelligemment, ça veut pas dire que les gens qui sont en détresse affective sont cons pour l'avoir été tant de temps. C'est pas une question de conneries, c'est une question de maîtrise de soi et encore j'en sais rien. Enfin, bref, il faudrait des heures pour y réfléchir et pour pouvoir en parler correctement. Mais voilà, si à mon sens l'amour se cherche, bien entendu, il suffit d'être très conscient de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas et de ce dont on a besoin et de le respecter en fait, tout simplement. Si tu fais ça, tu peux chercher l'amour et tu peux le trouver. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote, le premier tourné en 2022. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. Dans tous les cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi, ça me permet de savoir que t'as kiffé mon travail. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Alors j'avoue, je vais partir en congé mat, comme je te disais, donc il va y avoir un petit moment, sans doute février, mars, peut-être avril, où il y aura pas de vidéo, mais je vais reprendre après, bien entendu. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je reste active sur Instagram, donc si tu as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos ou simplement de pouvoir participer au prochain On Papote que je fais d'ailleurs souvent en story sur Instagram et qui n'arrive pas sur YouTube, enfin bref, tu peux venir me suivre sur Instagram. Et alors si t'as envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, de cœur, d'amitié, de sexualité, de confiance en toi, mais que ça ne passe pas en vidéo ou pas en story Instagram, que ça reste donc privé juste entre toi et moi, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères. Pour ma part, j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce que tout simplement quand on s'entend, on a le temps de se dire vachement plus de choses. Maintenant, si t'es plus à l'aise à l'écrit, tu prends l'écrit, tu fais comme tu veux. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. J'adore chercher des solutions à vos problèmes. Donc utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Fais-toi bien plaisir. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, hein, d'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, j'en fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.